Bonjour Gilles Biacola. Oui, bonjour. Vous êtes député européen, vous êtes aussi conseiller municipal. On verra dans un instant si vous vous représentez aux municipales qui auront lieu dans 3 mois. Parlons de la grève, cette grève que certaines organisations syndicales proposent de suspendre pendant la trêve de Noël. Est-ce que vous êtes pour ? Moi, j'ai toujours dit que la grève devait être suspendue pendant la période de Noël. Il y a un très beau film, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'ai oublié le titre, qui raconte comment, pendant la guerre de 14, les troupes allemandes et les troupes françaises ont suspendu le feu pour célébrer Noël. Et ont en partie pactisé d'ailleurs ce jour-là, ça avait été une cause de quelques fusillades. Quelques fusillades, voilà, on avait considéré que c'était une forme de désertion. Bon. Donc si on est capable pendant une guerre de faire la trêve, je n'arrive pas à comprendre que pendant la période de Noël, même si je soutiens la grève, qu'on s'entende bien. C'est là-dessus qu'on va essayer de comprendre un peu votre position. Vous soutenez la grève, vous soutenez ce qui empêche les gens de voyager, de se déplacer. Pourquoi ? Alors, je soutiens la grève parce qu'on ne va pas repartir dans la discussion sur la réforme. Tout le monde, concentrons-nous sur la grève. Les gens sont saoulés par tout ça, parce que je considère que ce projet de réforme n'est pas bon et que malheureusement le Parlement n'existant plus, puisqu'on a un Parlement psittaciste, disciplinaire, réglementaire, pour ne pas en dire plus et rester convenable, on ne peut pas méconnaître ce droit constitutionnel. Maintenant, je considère également que ceux qui ne veulent pas faire grève doivent être respectés. Les images qu'on nous a montrées de non-grévistes malmenés, insultés, sont insupportables. De la même manière que je défends le droit de grève, je défends le droit de ne pas faire grève, parce que je reste profondément juriste. Il y a ce qui est permis et il y a ce qui est défendu. Vous êtes quand même un parti qui prétend défendre les vrais gens, en tout cas être proche du peuple. Le peuple, il souffre avec ces grèves. Oui, non, mais j'en suis conscient, le peuple. Et donc le peuple souffre, il y a même des abus du droit de grève. Par exemple, les coupures d'électricité. Insupportable. Il faut poursuivre les grévistes en justice. Pas de cadeau. Oui, je suis très clair là-dessus. Il y a ce qui est permis et il y a ce qui est défendu. Aucun syndicat, fut-il dirigé par le sergent Garcia, alias M. Martinez, qui a appelé à voter pour M. Macron, entre nous. Comme je me suis permis de le dire, il est un beau cocu syndical, lui. Vous avez déjà créé une polémique avec ça. On va pas recommencer. Dommage, c'était une belle polémique. Enfin, bon, ça y est, j'ai essayé de vous y entraîner. Bon, je ne suis pas arrivé, c'est pas grave. C'est pas grave, mais enfin, quand même, je veux dire, il ne peut pas se permettre de violer la loi, quoi. C'est absolument ahurissant de voir un dirigeant syndical qui cautionne des pratiques qui sont interdites par le code pénal. Alors, voilà, c'est très simple, c'est pas la peine de faire une conférence d'1 heure pour l'expliquer. Donc vous soutenez la grève, vous soutenez la trêve et vous condamnez les excès de la grève, ou des grévistes en tout cas. Oui, je suis dans la loi. Bon, sur le fond, Marine Le Pen fait partie de ces dirigeants politiques qui prônent, c'est dans son programme, un retour à la retraite à 60 ans. Et au fond, avec cette idée-là, elle se trouve dans le voisinage de la France insoumise, de la CGT également. C'est pas un apparentement terrible ? Pourquoi il peut leur arriver de dire des choses sensées. Je ne vois pas où on peut être d'accord avec des gens qu'on n'aime pas, s'ils disent à un moment donné des choses qui rejoignent ce qu'on dit. Donc vous êtes vous aussi pour la retraite à 60 ans ? Oui, absolument. Et je suis surtout, moi, pour une espèce d'audit général de la France, quoi. On en avait parlé il y a très longtemps, je ne sais pas si vous en souvenez, mais je pense qu'il faut auditer la France. Il faut savoir exactement, d'une manière très précise, où va l'argent, où vont les dépenses, où sont les prébendes, où sont les profiteurs d'État. Sur les retraites, c'est un compte relativement simple à faire. Un audit qui le sera tout autant. Oui, mais enfin, écoutez, il y a quand même des dépenses qui sont... je les ai évoquées. Par exemple la CADES, par exemple, a 24 milliards. À partir de 2024, on pourra récupérer 24 milliards. Bon, oui, mais c'est des impôts, c'est des taxes qui les payent. Vous voulez continuer à taxer, c'est ça ? Mais non, mais à utiliser l'argent. Ah non, mais une fois qu'il sera remboursé, cet argent, vous allez l'utiliser à quoi ? Par exemple, c'est un fonds de réserve. Vous avez une épargne, en tant que personne physique, vous avez une épargne pour vous protéger de l'avenir. Oui, mais mauvaise épargne en plus, parce que les contrats, il faut prévenir les gens que lorsqu'ils capitalisent, ils doivent vivre des contrats. Parce que c'est limité à 10 ans la plupart du temps. Voilà, les retraités ont cette épargne-là, c'est les Français qui l'ont constituée. Mais on peut l'utiliser, non ? On peut utiliser son épargne. La fraude fiscale, 45 milliards. Vous ne croyez pas qu'on pourrait lutter contre la fraude fiscale ?
plus Pour efficacement. payer les retraites. Mais parce que ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, enfin, quand même. Bon, moi, je veux bien qu'on soit favorable au projet de Macron. Mais c'est pas l'État qui paye les retraites, Gilbert Collard. Non, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais le programme de retraite tel que la réforme telle que M. Macron va l'installer, on nous dit qu'il va falloir financer les primes pour les enseignants. On nous dit qu'il va falloir trouver de l'argent ici ou là. Bon, donc ça va avoir. Mais laissez-moi terminer ma phrase. Ouais. Pas vous. Allez. Faites pas le bourdin du dimanche, pas vous, pas vous. Maintenant. Mais non, pas vous. Bon, il est évident que cette réforme des retraites qui est censée nous permettre de faire des économies va coûter de l'argent. Il va bien falloir financer. Donc, quand on évoque le chapelet des économies possibles, des rentrées d'argent qu'on pourrait faire, qui peuvent être parfaitement redistribuées à l'organisation d'une réforme des retraites. Ce que vous dites, c'est que cette réforme va coûter de l'argent, et moi, ce que je vous demande, c'est est-ce que vous avez chiffré ce que coûterait un retour à l'âge de 60 ans pour la retraite ? Ça a été chiffré dans le programme. Il vous suffit de vous y reporter, vous le verrez. Je l'ai pas dans l'immédiat en tête, mais je sais que ça a fait partie de la grande. Ça coûte très cher. Oui, ça coûte très cher, c'est vrai. Ça a fait partie de la discussion pendant la campagne des présidentielles. On en a discuté et rediscuté. Hein. Mais il faut le faire donc. Moi, je pense qu'il faut le faire maintenant. Est-ce que c'est pas une de ces idées qui permettent de cranter et de marquer un programme et qui, au fond, se retourne contre ses auteurs de la même manière que Marine Le Pen a défendu pendant un moment et puis abandonné l'idée de la sortie de l'euro? Moi, je ne suis pas dogmatique. Je ne suis pas dogmatique, c'est-à-dire que si on me démontre intelligemment que notre programme peut être amendé, je l'accepte. Moi, sur la question de l'euro, je pense que vous le rappelez, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas sortir de l'euro. Bon, donc, je ne suis pas dogmatique. J'ai simplement le sentiment, et là, ça va vous faire bondir, vous, parce que je connais vos idées, hein, j'ai simplement le sentiment que cette réforme, elle est faite pour permettre une capitalisation des retraites. C'est-à-dire qu'elle est là pour permettre aux fonds de pension de s'installer, et notamment les fonds de pension américains, et de changer complètement, par une forme de capitalisme des retraites, l'image de solidarité qui a été installée par le Conseil national de la résistance. Que Édouard Philippe invoque en permanence. Bien sûr, mais ça c'est clair. Ouais. Il faut bien qu'il évoque ce qu'il ne fait pas, pour donner le sentiment que ce qui ne fait pas existe. Il y a un autre sujet dans l'actualité qui doit vous faire plaisir, c'est la Grande-Bretagne qui a enfin voté, en tout cas qui va voter, probablement aujourd'hui même, vendredi, la loi sur le Brexit. La reine en a pris acte. La reine en a pris acte, elle ne peut pas faire autrement. Elle ne peut pas faire autrement. C'est sa fonction et sa situation. Est-ce que ça redonne du souffle au sein des partisans de Marine Le Pen à ceux qui, pendant un moment, ont milité pour le Frexit? Ça montre qu'on n'est pas dans l'irréel. Ça montre qu'on n'est pas, comme on nous dépeignait, des vieux schnocks avec le béret basque et la flûte de pain, pour ne pas dire les pinces à vélo au pantalon. Il y a un débat à l'intérieur du Rassemblement national? Il n'y a plus de débat, puisqu'il n'est plus question de sortir de l'Union européenne, il est question de la réformer très sérieusement pour que ça cesse d'être une machine administrative, technocratique, mais ça prouve que quand on disait il y a une crise de l'Union européenne, la question de sortir de l'Union européenne peut se poser, ça prouve que, contrairement à tout ce que les commentateurs, les interrogateurs pouvaient dire, on n'était pas dans un délire, mais on était dans une réalité. Donc c'est une réalité, mais vous ne la demandez plus? Non, on ne la demande plus, non. Vous n'êtes pas trompé de période? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, certains autour de vous, est-ce que certains autour de vous ne disent pas, au fond, ce que les Britanniques ont fait, ou les Anglais en tout cas, est-ce que nous ne devrions pas le faire, ou le remettre sur la table? Non, mais si l'Europe compte... Encore une fois, moi je crois que c'est une preuve d'intelligence de s'adapter au réel. Hein. Bon, ou alors on est au Parti communiste. D'où ma question. Ou alors on est au Parti communiste. D'où ma question. Ou au MEDEF. Hein. Bon, je pense que... ça vous a fait mal, pardon. Pardon. Moi, je pense très, très sincèrement que si l'Union européenne devait continuer dans ses erreurs, on pourrait reposer la question. Si elle continuait dans ses errements, si elle n'avait pas de correctif, on pourrait, avec ce précédent, poser la question. Mais pour l'instant, il n'est pas question d'envisager une sortie de l'Union européenne. Il n'en est pas question. Alors, si à un certain moment du temps de Philippot, pour être très clair, on avait pu en parler, qui lui est un frexiteur frémissant, hein, bon, c'est plus le cas maintenant. Voilà. Bon, les municipales arrivent, j'allais dire à grands pas, formule consacrée. Vous êtes conseiller municipal de Saint-Gilles, vous vous représentez? Non. Fini l'expérience municipale? Non, j'ai pas le temps, c'est tout. Bon, nous avons des candidats un peu partout. Il y aura des villes-tests? Oui, nous avons Vauvert, hein, où Jean-Louis Maisonnet va se présenter. Hein. Nous avons le Grau-du-Roi, où le général de Richouf
est candidat pour le Rassemblement national. Menton. Nous avons un... Menton. Menton, on a aussi un candidat dont on a parlé hier dans votre journal, voyez-vous, je le lis. Bon, voilà, on a des candidats un peu partout. Bon, j'espère qu'on Il y a un objectif. Souvent, les partis politiques se disent il faut qu'on conquiert X villes, X postes de conseillers municipaux qui donneront des grands électeurs pour les prochaines sénatoriales. Oui, mais l'objectif, il est plus faire le rassemblement. Voilà. Essayer d'amener des gens qui ne sont pas forcément de notre mouvement, qui ont des affinités et qui acceptent de nous rejoindre. On fait un gros travail de rassemblement. Et c'est vrai qu'on a sur les listes des hommes et des femmes qui viennent des Républicains, qui viennent du centre. Ces municipales seront donc difficiles à lire politiquement. On regardera ça, évidemment, avec attention. Tout est difficile aujourd'hui. Bonne fête, Gilbert. Merci vous aussi, bon Noël.